Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux Commandes. Je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Alexandre Lambolèze, qui a un parcours, vous allez voir, qui est super intéressant, il va nous l'expliquer, banquier d'affaires, qui ensuite a participé à la croissance d'une très très belle boîte française dont on va parler, qui est Care Energy. Bonjour Alexandre, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Max. On va peut-être commencer par, je vais peut-être te laisser te présenter. On a un CFO qui est venu en costume, évidemment cravate. Je commence juste là-dessus parce qu'on en a parlé un peu avant l'épisode, mais je trouvais ça assez amusant parce qu'au-delà du fait que tu es très élégant, pour toi ça représente aussi quelque chose. Donc juste avant ta présentation, Ouais, tu c'est vrai que développes ça. merci, c'est important pour moi parce que je fais pas un peu partie des rares dernières personnes à avoir un costume, parfois la cravate, encore les chaussures. Et on me demande souvent pourquoi, alors que tout le monde devient un peu plus confort. Et moi je leur dis, bah, en fait, c'est un peu pour rentrer dans mon rôle. C'est-à-dire le matin, bah, je mets un peu mon costume, un petit costume de super-héros ou de super CFO. Et effectivement, ça me permet d'être dans mon rôle. Et de la même manière, ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on rentre le soir, on enlève le costume et on redevient soi-même, un bon père de famille Tu as avec deux enfants, d'autres c'est ça? responsabilités. Tout Ouais, à fait, ouais. donc père de famille aussi. Et du coup, pour parler peut-être un petit peu de ce qui t'amène ici et de ton parcours, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes un peu toi, Ouais, avec grand ton plaisir. évolution? Donc moi, peut-être pour commencer par mes études, j'ai fait Sciences Po Strasbourg. Après, j'ai été faire l'ESSEC. J'ai eu la chance, quand j'étais à Sciences Po, de partir en échange aux États-Unis, à Washington. C'était début des années 2000. C'était vraiment, je pense, un peu après la crise, mais c'était un peu le pic de la banque d'affaires et ça commence un peu à vraiment bouillir au niveau du private equity. Donc moi, je suis rentré avec une idée bien ancrée en tête. J'allais faire de la finance, être banquier d'affaires, faire du M&A et après rejoindre un fonds de private equity et conquérir le monde. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'ESSEC. La première partie du plan a été effectuée quelque part parce que je suis devenu banquier d'affaires. Alors j'ai eu la chance de faire pas mal de stages à l'ESSEC. Je suis parti en stage en M&A classique chez Cassib 6 mois et après je suis parti un peu plus d'un an et demi au Qatar. Travailler dans une banque d'affaires. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui le Qatar, tout le monde sait ce que c'est. En 2007, personne ne savait ce que c'était. C'est toujours une histoire assez drôle, mais en fait, j'ai même pas trouvé en fait d'illustration du Qatar. J'ai dû aller à la bibliothèque de l'Institut du monde arabe pour trouver des livres sur le Qatar. Ouais, c'est assez dingue quand on voit l'accès au monde qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, même sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, je suis parti pour ce que je pense être la dernière fois de ma vie. J'ai pris un avion, je ne savais pas à quoi ressemblait l'endroit où j'allais atterrir. Et c'était une période où le Qatar était en plein boom. Et là, j'ai aussi pu faire de la banque d'affaires pendant 18 mois sur place. Et à l'époque, la personne qui me manageait était quelqu'un qui s'appelait Louis Blanchard, qui aura son importance pour la suite de l'histoire. Ok. Donc je suis rentré, puis je suis devenu banquier d'affaires chez Deutsche Bank, tout d'abord à Londres, puis à Paris. Donc j'ai fait 3 ans et demi à Londres et 3 ans à Paris. À Londres, je m'occupais principalement de tout ce qu'on appelait Natural Resources, mais moi je m'occupais beaucoup du secteur des mines. J'ai fait ce qui était à l'époque la plus grande fusion dans le secteur des mines entre Glencore et Xstrata. Donc d'un point de vue professionnel, c'était top. Et après, je suis rentré à Paris. À Paris, j'ai continué mon métier de banquier d'affaires, donc sur un produit qui était plus la France en fait. Donc, tout ce qui peut avoir attrait à une société française passait par nous. Et c'était aussi un moment, 2013, 2014, 2015, où il y a eu beaucoup, beaucoup d'introductions en bourse. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup de dossiers. Certains qui se sont faits, d'autres qui ne se sont pas faits. Donc moi, j'ai fait les introductions en bourse d'Elis, de Worldline et de Robcar, donc avec des destins croisés, on va dire. Et en tout cas, pas les mêmes pour toutes ces sociétés-là. Et c'est quelque chose qui m'a énormément impacté parce qu'en fait, je trouve, moi, quand on est banquier d'affaires, qu'on conseille à la vente ou qu'on conseille à l'achat, oui, on a une forte utilité, mais quelque part dans une société, je pense que tu vas comprendre ce que je dis, mais ce que je vais dire, mais les managers, plus ou moins, ils ont tous un peu l'impression de savoir faire des acquisitions. Alors des sessions, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas, racheter une boîte, ça n'a pas l'air d'être rocket science non plus. Par contre, une introduction en bourse, en général, si tu es un manager qui a beaucoup, beaucoup de chance, tu en feras une dans ta vie. Si tu es très, très, très chanceux, tu en feras peut-être 2. Donc forcément, c'est le moment où je trouve
moi, dans mon expérience, que c'est là où on avait le plus de proximité avec le management, qu'attendaient beaucoup des banquiers conseils. Et en fait, moi, ça m'a permis aussi de beaucoup plus rentrer dans le monde corporate, en fait, de rentrer dans les détails, d'aller les voir sur place, de beaucoup discuter avec la direction financière, juridique, avec le top management, parce que c'est les moments où on draft un peu l'equity story, donc on rentre en plein dans la stratégie de la boîte, on soulève le capot, on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, c'est le moment où je me suis dit, bon, c'est bien d'être banquier. Ça se passait super bien, en fait. Et comme d'habitude, à chaque fois que ça se passe super bien, c'est un peu le moment où on peut se poser des questions, de dire c'est peut-être le moment de passer à autre chose, en se disant qu'on ne prend pas trop de risques, parce que finalement, si on part, on pourra toujours revenir. Tu fais combien de temps, du coup, là? C'est une période de combien de temps? Donc là, à Paris, je fais 3 ans, à peu près. Et à ce moment-là, donc il y a Louis Blanchard, mon ancien boss au Qatar, qui vient me voir, qui lui à ce moment-là a monté une banque d'affaires spécialisée dans les énergies renouvelables en France, et qui me dit qu'il est conseiller d'une boîte qui s'appelle Quadrant, qui est détenue par Jean-Marc Boucher, qui est l'un des pionniers des énergies renouvelables. Et il me dit, bon, avec Jean-Marc, on a envie de monter un business à l'international, et on cherche quelqu'un pour le diriger. Et je tape dans la main et je rejoins Quadrant en septembre 2016. Avec l'idée de piloter le développement international de la boîte. Donc, j'y connais rien dans les énergies renouvelables. A priori, je suis banquier, donc un gros changement, gros challenge. Et moi, je me dis, c'est cool, c'est quand même le sens de l'histoire, parce que j'ai commencé dans les mines. Je termine dans les énergies renouvelables. Et dans les dîners en ville, ça passe beaucoup mieux. Ça, c'est très clair. Et on part, et puis au bout d'un an, il y a un gros changement, c'est que Quadrant est vendu à Direct Energy, qui devient Total derrière. Et donc, en fait, la société qui avait une forte base installée en France se retrouve avec pas mal de cash à déployer et en fait plus vraiment de projets en opération. Donc là, on accélère encore plus ce développement. Mais c'est vrai que c'est des années un peu d'inception, parce qu'on repart à, je sais pas, on va être une petite dizaine, on se lance assez vite dans plusieurs pays, en Pologne, en Afrique, Tunisie, Maroc. Moi, je vais aller ouvrir le Burkina Faso, le Tchad, trois autres pays qu'on va tenter. Éclectique, quoi. On rachète une société au Chili à ce moment-là. Je développe des projets en Asie, notamment au Vietnam. Donc, on part un peu toute balle. Et là, tu es encore vraiment en développement. Là, je suis en pur pas développement, du tout en finance pour l'instant. Donc, le développement, on va globalement, moi, mon métier, c'est vraiment ou d'aller racheter des projets, ou de nouer des partenariats, ou vraiment d'ouvrir des bureaux locaux. Donc, on fait vraiment tout type de croissance, organique, externe, partenariat un peu avancé. Et c'est vrai que c'est des années où le temps passe très très vite. Mais je pense que tout le monde pourra comprendre ce point-là, et où on fait tout en fait. C'est toujours la beauté vraiment de quand on lance l'activité. C'est moi qui allais à la poste déposer les lettres. Et donc, c'est le moment où je repense toujours à Jeff Bezos, en disant que tout le monde a envie d'être Jeff Bezos, mais tout le monde a un peu oublié que pendant 3 ans, c'est lui qui portait les colis à US Postal. Et c'est vrai que c'est des moments où tout va très très vite. Et en fait, je pense que ça prend 2 ans et demi avant que la mayonnaise prenne vraiment, et qu'on commence vraiment à concrétiser des projets, et avoir beaucoup de choses à construire. Et là, en fait, on rentre dans une période où la boîte doit commencer à se structurer, donc on commence à embaucher assez sérieusement. On lève des fonds, notamment auprès d'Airgreen, qui était là depuis le début, mais qui remet pas mal de fonds 2019-2020. Et j'ai envie de dire, à ce moment-là, la boîte est lancée. Donc arrive une deuxième phase, un peu plus scale. Et à ce moment-là, on me propose, dans le cadre d'une réorganisation, de devenir directeur financier du groupe. Donc ce que j'ai fait les 5 dernières années. Et globalement, je me retrouve avec une fonction finance qui est assez anémique, et pas fondamentalement en ligne avec les ambitions du groupe, par rapport à un groupe qui est à ce moment-là déjà présent dans un peu plus d'une dizaine de pays, quoi. Donc j'ai à peu près tout à faire. Donc ce qu'on a mis en place pendant 5 ans, mettre en place les reporting, passer aux IFRS, avoir des comptes qui sortent de manière régulière. On a même fait des semestriels. Préparer les levées de fonds. Moi, je commence assez vite avec de la dette, parce que j'ai de la chance, on commence à avoir du revenu, un peu d'EBITDA, donc les banquiers sont clés pour nous faire des gros signes de trésor. Donc je fais une première ligne de Revolving Credit Facility de 45 millions en 2021. Ce qu'il faut se voir aussi, moi je trouve, après en tant que CFO, quand on parle avec les banques, ils ont pas mal de questions à poser. Donc, ça permet déjà d'organiser un peu le travail à l'intérieur de la boîte.
Et ça permet parfois aussi de se poser des questions aussi sur notre business model. Parce que finalement... Un peu comme une levée de fonds même. Enfin, ce que tu peux parfois vivre dans une levée de fonds quand tu es challengé. Moi, j'ai vraiment vu ça comme étant la petite pré-levée de fonds. Ouais. C'est-à-dire, tu commences à te préparer, tu commences à préparer tes questions, tu commences à réfléchir un peu à la strat. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et donc après, on fait ça en mi-21. Et à partir de fin 21, on se lance sur une grosse levée de fonds qui se termine fin 22, où on fait rentrer ce qui était à l'époque DIF, qui est devenu CVC DIF, donc le fonds infrastructure de CVC, et BPI France, et qui investissent un peu moins environ 275 millions d'euros. Donc voilà, donc là on passe encore une étape supérieure, et là vient les demandes de reporting classiques des gros fonds de PI. Et je pense que là, on a eu une chance, c'est qu'on avait vraiment beaucoup bossé pendant 2 ans. Et en fait, quand j'y repense, je me dis même que c'est ouf ce qu'on a réussi à faire entre 2020 et 2022. Vous étiez combien à ce moment-là, enfin, tu vois, en termes là, de nombre d'employés On devait peut-être être, je pense, mais c'était une période où on embauchait vraiment masse. Je pense qu'on est passé à une centaine en 2020, peut-être un peu plus. Et on doit être 250-300 en 2022. Okay. Parce qu'on vient de faire, en plus 2022, on fait 2 grosses acquisitions. On fait une acquisition en Allemagne d'une société qui s'appelle Green City, qu'on rachète alors c'est pas à la barre du tribunal, c'est chez l'administrateur, et qui a une centaine d'employés. Et on rachète une société au Royaume-Uni qui fait un centre de tri, donc un peu loin de nos activités core, mais en fait parce qu'il y a des projets d'énergie from waste, donc en fait on va incinérer les déchets et créer l'énergie, ce qui était un axe de développement à l'époque. Et là on récupère à 80 personnes. Donc on fait 2 acquisitions coup sur coup, c'est 180, donc je pense qu'on est plutôt à 350 fin 22. Et c'est vrai que ça va assez vite à ce moment-là. Et donc, pour revenir à ce que je disais, donc, je pense que la chance qu'on a quand CVC dit France, c'est que bon an, mal an, on a 80%, 85% du reporting qui est demandé, qui est déjà en place. Ce qui nous donne beaucoup de levier pour donc ce qui est supérieur à leurs attentes, on va dire, et ce qui nous donne beaucoup de levier pour négocier les délais, pour mettre en place les 15-20% restants, sur la base simple de dire, on peut toujours faire venir un consultant dans la boîte qui va bosser pendant 3 mois, qui va nous faire un truc tip-top comme vous le voulez. On peut toujours essayer de faire rentrer des ronds dans les carrés dans un délai très court, mais au final, quand les consultants sont partis, est-ce que le reporting il va rester Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre 6 mois, 9 mois, 1 an? Et c'est à peu près ce qu'on a négocié sur les différents points. Toujours en disant, là, on va cranter en fait, des étapes de développement, y compris dans le reporting, pour arriver à quelque chose qui sera optimal. Et je pense qu'ils l'ont pas regretté. Et je pense qu'aujourd'hui, on a surtout quelque chose qui est un outil qui marche super bien. On peut toujours améliorer, je veux dire. Mais en tout cas, qui était pérenne par rapport à la. Et ça, je suis content parce que. Je passe les détails, évidemment. On s'est tapé c'est aussi vu de l'expérience, parce que quand en 2020, on s'est tapé ça, c'est-à-dire des consultants qui sont arrivés, qui ont été écoutés les 15 top managers de la boîte, qui leur ont dit, moi, ce que je voudrais dans un reporting, c'est ça. Après, on va avoir le contrôle de gestion qui regarde comme ça en disant, mais l'info n'existe pas, les amis. Donc, comment on fait, quoi? Mais bon, comme on a fait ça, on dit, on peut pas mettre ça en place tout de suite, mais on va y travailler. Et en fait, en 2 ans de beaucoup de boulot, on fait énormément, quoi. C'est-à-dire, on passe French Gap à IFRS, nos comptes, on les sortait au 30 juin. J'avais l'habitude de dire, on les sortait au 31 juin, qui est un jour qui n'existe pas, mais c'est juste pour dire que c'était un peu la date légale. Donc, parfois, on arrêtait un peu l'horloge. Et on passe à aujourd'hui des comptes consolidés qu'on sort au 31 mars facilement, avec des objectifs pour encore raccourcir tout ça. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que depuis le début, ce qui a été important pour toi, c'est d'avoir un peu une discipline et une rigueur financière qui après vous a servi pour asseoir aussi peut-être votre crédibilité auprès des banques, auprès des investisseurs et avoir de la confiance. Mais c'était important pour toi de mettre en place tôt finalement c'est aussi de la visibilité. Et... Ouais, je pense que pour moi, le plus important, c'est toujours de pouvoir planifier. Et la planification, en fait, ça commence par qu'est-ce qu'on veut à la fin. Et en fait, après, il faut savoir mettre des délais réalistes. Alors après, ça dépend à qui on parle, mais on peut essayer de vendre au management des délais un peu plus compressés. Mais pour les équipes,
quand on passe de levée de fonds en levée de fonds, parce que même quand on va parler avec les banques, on l'a dit, il y a quand même beaucoup de Q&A, donc ça met les équipes sous pression. Alors en plus, si on fait des acquisitions, ça met les croissances externes, ça doit pas aider. Donc si à un moment on leur vend pas un horizon où ça va être plus simple et mieux intégré, on va avoir du mal à les garder. On peut maintenir ces équipes sous pression, mais bon, au bout de 2, 3, 4 ans, ils vont vouloir aller voir ailleurs où ça va pas très bien se passer. Donc il faut leur vendre un horizon où tout va bien, aussi en partant de qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour que ça se passe mieux. Donc il faut quand même avoir cette vision-là. Je pense qu'il faut aussi, pour moi c'est le rôle clé du CFO, c'est-à-dire faut savoir dire non, ou alors c'est peut-être un non pas tout de suite, ou oui plus tard. Il faut savoir l'approcher aussi, mais je pense que c'est vraiment important de pas forcément dire oui et essayer de faire en sorte que ça passe. Enfin, je veux dire, c'est un peu le rôle de tout manager. C'est d'être aussi réaliste avec ce que les équipes peuvent sortir. Et tout en travaillant sur comment est-ce que je fais pour que ce soit mieux dans les années à venir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important et je pense que c'est ce qu'il faut toujours garder en tête. Encore une fois, les choses peuvent toujours être améliorées. Enfin, on en parlera et je pense que tout le monde se pose 1000 questions sur comment on va implémenter l'IA. On est tous persuadés que ça va changer vraiment les manières, le fonctionnement de certains services. Mais quelque part, on se pose ces questions de par quoi on va commencer. Donc, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut travailler, mais la première base, c'est quand même d'être satisfait avec ce qu'on a aujourd'hui et comment améliorer l'existant. Avant de passer à autre chose, c'est souvent mieux. Parce que si on essaie de gagner 2 étapes, c'est pas facile. Qu'est-ce qui a été le plus difficile sur cette période-là? Enfin, je veux pas dire qu'est-ce qui t'a empêché de dormir, tu vois, mais c'était quoi les challenges que, justement, quand tu regardes un peu avec le recul, tu te dis c'est quand même des sacrés trucs qu'on a taclés, tu vois Je pense que moi, au début, ce qui était très... je suis juste un pas en arrière. Les besoins de reporting que vont transmettre les banques, les fonds, les actionnaires, etc., ou le management, en fait, déjà, en général, ils sont quand même assez alignés. C'est-à-dire c'est utile pour la boîte. Et moi, ce qui m'a beaucoup embêté au début, mais ce qui est vrai, c'est-à-dire que je n'avais pas une vision. On n'avait pas les outils en place pour avoir une vision claire de nos retours sur nos ventes, sur notre atterrissage. C'était très compliqué, en fait. On y arrivait sur la partie coût, en fait, c'est sur la partie revenu. Ce qui est normal aussi, à cette étape-là, non? Ouais, ce qui est à mon avis, encore une fois, ce qui est normal, je veux dire, on peut pas se dire on va avoir une boîte super bien organisée day one et après on va scaler. Il faut savoir mettre le bon focus. Et pour moi, c'est très clair qu'une boîte, quand elle se lance, pendant 2, 3, 4, 5 ans, le focus clé, c'est le développement de la boîte. Et qui doit vraiment phagocyter tout le reste. Et je pense que la finance, à ce moment-là, elle doit courir derrière la croissance de la boîte. Et c'est normal. C'est pas une période super agréable. Mais c'est logique que la plupart des ressources aillent vers le développement de la boîte. Et après, en fait, la fonction finance, mais on va faire grossir en fonction des besoins de la boîte sur cette première étape. Après, la deuxième étape, qu'on pense avoir compté un premier level satisfaisant, quand on doit aller chercher des fonds, encore une fois, que ce soit au niveau des banques ou au niveau des investisseurs, il va falloir du reporting, il va falloir répondre à des questions. Et moi, quand je parle avec les banques, notre groupe de banques, ce qu'ils disent souvent, c'est chez vous, on a des réponses à nos questions. Vous êtes plutôt transparent sur les chiffres, la qualité des chiffres. Et moi, c'est ce que je dis aux équipes, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui est un peu dans un peu de pédagogie à faire là-dessus. C'est on n'est pas responsable si les chiffres sont bons ou mauvais. Mais par contre, on est responsable de l'explication, de fournir des explications vis-à-vis des stakeholders. Pourquoi est-ce que ça performe peut-être un peu moins bien que prévu? Pourquoi est-ce que ça va un peu moins vite que prévu? Et pourquoi est-ce que demain, ce sera mieux, quoi? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on met en œuvre par rapport à ça? Et en fait, je pense que parfois, on a tendance à vouloir pas être super précis sur ces points-là pour maintenir un certain flou. Mais en fait, quand on est financier, encore une fois, côté investisseur ou côté banque, le flou, il est jamais bon, quoi. On préfère avoir des réponses claires et on se fait notre propre opinion. Et surtout, quand on voit quelqu'un en face qui est assez avenant, qui est assez transparent, ça crée quand même un peu de confiance, y compris pour la suite, quoi. Bien sûr. Tu parlais justement beaucoup de cette partie investissement. Nous, tu vois, justement, dans ce podcast, on parle beaucoup sur cette dualité entre l'investissement et aussi, en ce moment,
par rapport au contexte économique, tu vois, tout le money wasting qu'on peut voir. C'est-à-dire que moi, je le vois chaque jour. Il n'y a pas une boîte aujourd'hui qui ne cherche pas à optimiser sa performance, ses coûts. Souvent, ils s'en rendent compte trop tard parce qu'ils passent trop brutalement de la phase de « OK, on doit favoriser la croissance » à tout d'un coup « OK, le capital est plus difficilement accessible ». L'incertitude aussi côté business que tu décris, qui particulièrement en ce moment peut être complexe dans pas mal d'industries. C'est quoi ta vision là-dessus? Tu vas pouvoir cet équilibre de se dire voilà, j'investis, mais en même temps, je vais essayer de ne pas gaspiller. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé, tu vois, par exemple au niveau de l'équipe, que les gens aussi aient conscience que oui, on développe, oui, on accélère, mais il faut aussi avoir une certaine rigueur à d'autres niveaux, sur la gestion par exemple des coûts, Ouais, ce genre de choses. Après, je pense qu'on sort d'une décennie qui était très particulière quand même, tu vois, peut-être la décennie 2010 où les taux étaient bas, l'argent coulait un peu à flot, entre guillemets, parce que ça n'a jamais été facile de lever de l'argent non plus. Mais, et potentiellement, là, il fallait se focaliser sur la croissance pour démontrer le potentiel de scale rapidement. Et donc, je pense qu'il y a eu un peu de laisser aller sur la gestion des coûts, y compris dans la culture de certaines boîtes. Nous, c'est vrai que si on revient chez nous, ce que j'ai dit, la focale, je pense, elle doit quand même être mise sur le développement. Donc, il faut savoir libérer suffisamment de moyens dans les premières années, justement pour que les équipes puissent se focaliser sur développer des projets, développer la boîte, développer des partenariats. Évidemment, dans la limite pas être freiné, dans la limite des stocks disponibles. Et à mon avis, c'est le moment où, effectivement, il ne faut pas être trop processé. Si on est très processé dès le début, et en fait, on voit souvent dans les startups qui sont rachetées par des grands groupes alors qu'elles ne sont pas encore exactement à maturité, en général, l'outil, il est cassé assez vite. Parce que l'intégration, elle se passe mal, parce que ce n'est pas les mêmes process et parce qu'ils ne sont pas encore vraiment au bon état de maturité. Et quand tu passes plus de temps à faire du reporting qu'à faire du business, ça ne marche plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment une première étape, la phase d'initiation ou d'amorçage, où globalement, il faut savoir être un peu compréhensif sur les cordons de la bourse et lâcher un peu la bride. C'est quoi? C'est au niveau des budgets? Du coup, tu sais que tu prends un buffer. Évidemment, on fait des budgets, ils ont leurs coûts, mais effectivement, s'il revient en disant bon, en fait, telle ou telle étude, elle coûte 5-10% plus que prévu pour X ou Y raison, bon, on peut lui demander de faire un dossier de 15 pages pour l'expliquer. On peut aussi lui dire ok, c'est bon, on verra demain. Et ça, je pense qu'il y a aussi dans le processus de décision, c'est ultra important parce qu'encore une fois, au début, la boîte, à mon sens, elle a quand même besoin d'être super agile. Donc, elle a besoin de pouvoir aller de l'avant. Donc, s'ils savent que dès qu'il y a un truc qui va pas, ça prend 3 semaines, ça démoralise un peu les gens. Mais évidemment, il faut quand même avoir. Je suis pas en train de dire, il faut lâcher tout et on va payer tout ce que vous voulez. C'est juste, il faut quand même avoir un minimum de budget. Donc, il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'ils sont hors budget. Mais ce que je dis, c'est à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils sont hors budget, il faut probablement être un peu plus ouvert dans cette phase-là. Et après, il y a la deuxième phase. C'est-à-dire qu'en une certaine phase de maturité, c'est le moment où il faut commencer à mettre en place des process pour éviter que ça devienne vraiment n'importe quoi. Parce que sinon, on arrive vite dans un monde où, en plus, surtout quand on commence à lever de l'argent, si on était un peu lâche avant, ça s'amplifie. Pour lever de l'argent, c'est fini là. T'as plus de monde à bord. Mais on le sait tous, dès qu'on fait une levée, le mois qui suit, on a l'impression que tout l'argent va partir parce qu'on a des super opportunités telles qu'on n'a jamais eu. Donc c'est vraiment le moment où il faut mettre en place des process. Et pour moi, c'est un moment assez critique sur 2 points. Déjà, en général, c'est aussi le signe que la boîte devient un peu plus grosse. Et je pense que c'est pas forcément les mêmes profils. Il faut savoir l'accepter. Il y a des gens qui vont pouvoir s'adapter dans la société et d'autres non. Pas qu'ils soient en limite de compétences ou autre, mais juste parfois c'est juste personnel. Il y a des gens, ils aiment bien être dans des petites boîtes où justement il n'y a pas de process, où ils ont un peu de liberté, puis ils peuvent se projeter. Et finalement, quand la boîte commence à grossir, les positions elles commencent un peu à se figer en fait. Et puis la fiche de poste, elle commence à être un peu plus restreinte, ou elle commence à vraiment vouloir dire quelque chose. Moi, je sais, j'ai découvert ce qu'était une fiche de poste quand je suis passé de la banque au monde corporate, parce que c'est vrai qu'avant, en fait, moi, je considérais que faut tout me demander, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai eu des premières remarques, on m'a dit ouais, mais c'est pas dans ma fiche de poste. Ouais, ok, si tu veux. Mais au final, quand on est dans le début d'une boîte, tout le monde est un peu couteau suisse. On a besoin je sais pas, moi j'avais utilisé mes équipes, on a changé de bureau, on a été louer une voiture, on a tous déménagé avec nos cartons, je pense classiquement quoi. Et après, quand la boîte devient un peu plus grosse, faut que les postes soient bien définis, il faut aussi dire, c'est bon, il faut dire aux gens de bien s'assurer qu'ils exploitent bien leur temps et qu'ils soient
un peu plus efficace. Et il y a aussi tous ces process à mettre en place. Donc, ça veut dire que c'est plus exactement le même montant qui passe sur les notes de frais, que potentiellement la boîte commençant à gagner un peu d'argent, va falloir faire attention un peu à tout ce qui touche à la fiscalité et aux règles. Nous, il y a 2 ans, on a passé les seuils, donc on a dû mettre en place toute la réglementation sur la compliance, Sapin 2, ce genre de choses, ce qui est assez lourd, mais ce qui implique effectivement la mise en place de process un peu plus compliqués. Donc là, il y a quand même une vraie problématique sur comment tu fais pour mettre ça en place sans casser ton jouet, sans casser ton agilité, mais tout en étant un peu plus mature. Et c'est sûr que c'est un vrai challenge. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, tu vois, sur le côté évoluer aussi au même rythme que la boîte, démarrer sur ce côté en effet très agile et aller vers quelque chose qui est de plus en plus structuré. Toi, du coup, tu as passé toutes les étapes, entre guillemets. Premièrement, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Tu vois, est-ce que tu aimes justement le thrill du début ou justement le côté très scale exécution? Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as dû progresser aussi par rapport au Alexandre, banquier d'affaires, qui arrive finalement dans un environnement qui a quand même, je vais pas dire rien à voir avec ce que tu faisais avant, mais qui est quand même très différent en termes de culture, en termes de plein de choses. Est-ce que tu vois, sur quoi tu t'estimes avoir progressé? Là, tu as quand même fait un cycle de 9 ans. 9 ans, là. Ouais, donc, tu vois, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? C'est toujours. J'ai eu une discussion avec un de nos managers qui est là aussi depuis le début, qui est un de nos managers polonais il y a 1 an. Parce que en Pologne, on a super cartonné. Donc, il venait d'avoir son nouveau bureau. Il y avait un bureau vraiment magnifique, bien mieux que le mien à Paris, je vous rassure tout de suite. Et je suis arrivé et je lui ai dit c'est cool, maintenant tu peux être debout sur ton bureau qui se lève, mater la télé, tout en fermant la porte de ton bureau à distance, qu'il avait ça. Je suis assez magique. Et je lui ai dit, est-ce que tu es heureux? Et il me regarde, il me dit, tu veux dire, est-ce que je suis plus heureux aujourd'hui que je manage 100 personnes versus il y a 6 ans quand je manageais 10 personnes et que tous les jours on avait des 15 problématiques à résoudre pour faire avancer la boîte? Il dit, ouais, j'étais plus heureux avant. Donc il y a un thrill du début quand même. Il y a quand même, quand on monte quelque chose, surtout tu sais, ce moment où tu sens que ça commence à marcher. Ouais. Parce que faut expliquer aux gens, alors il y a vraiment tout le stress du début, où là on fait vraiment que bosser, et on bosse. En croisant les doigts, quoi. Ouais, en croisant les doigts, presque parfois un peu tête baissée, et vraiment tout le temps. Et il y a le moment où ça commence à marcher, et je pense que derrière on commence à se mettre encore plus à bosser, en mode là on a attrapé le truc, faut vraiment, c'est un peu coup de la pêche, quoi. Faut pas lâcher le poisson. Et il y a ce moment-là qui est quand même super gratifiant déjà, parce que on se dit ouais, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et après il y a la phase où effectivement, qui est peut-être un peu plus complexe, parce que c'est le moment où on a plus d'employés, donc plus d'employés égale plus de demandes, plus de demandes d'augmentation, de télétravail, de ce que tu veux, de problèmes. Enfin, ça reste un people business. Mais en même temps, tu vois, l'ancien banquier que je suis aime quand même bien se dire c'est quand même cool d'être dans un objet qui a atteint une taille suffisamment grande pour intéresser justement mes anciens collègues banquiers, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis moi je me définis pas du tout comme un entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai rejoint une boîte qui est grâce à Louis et Jean-Marc, qui eux sont les entrepreneurs de l'histoire. Donc j'étais là depuis le début, mais c'est quand même très eux les entrepreneurs de l'histoire. Mais par contre je pense que je suis plus le profil justement pour pousser la boîte à maturité, quoi. Parce que encore une fois, j'ai eu dans mon expérience de banquier la vision de ces boîtes. Qu'est-ce qu'une boîte qui peut être introduite en bourse, comment elle doit fonctionner un peu au jour le jour. Et encore une fois, quand on disait tout à l'heure, il faut avoir la vision de ce vers quoi tu veux tendre. Je me suis beaucoup appuyé là-dessus. C'est-à-dire, je voyais à peu près ce qu'elle T'as un cap qui est en termes d'organisation et qui puisse fonctionner. Après, chaque boîte est évidemment différente, mais je pense que ça donne un bon cap pour la suite. Et après, pour revenir sur ta question de qu'est-ce que j'ai appris, tout. Non, mais qu'on soit banquier, consultant, auditeur, avocat, enfin que sais-je, dans le métier de conseil autour des boîtes, c'est incroyable
la vision parcellaire qu'on peut avoir finalement de comment fonctionne une entreprise. Ouais. Qui est tout l'inverse justement de ce que tu as vécu là, où tu as vraiment, Exactement. tu dois avoir cette compréhension en temps réel de C'est vraiment comment passer ça de fonctionne. l'autre côté du miroir. Et c'est vrai que nous, il y a des côtés quand on est banquier d'affaires où on est dans un monde où tout va très vite. Et quand on pose des questions et justement qu'on n'a pas les réponses, on se demande, tu vois, alors qu'on est en train justement de faire l'introduction en bourse. Donc, mais qu'est-ce qui peut être plus important que répondre aux questions des investisseurs? Tu passes de l'autre côté du miroir, le day-to-day déjà, puis les urgences du quotidien, et puis tu sais pas si machin est là, puis tu sais pas ce qui se passe. Enfin, il y a 15 000 trucs qui peuvent arriver dans une boîte, dans une même journée, qui font que la journée se passe très vite et se termine très tôt, trop tôt. Et c'est vrai que on découvre un autre monde. Et moi, j'en parlais là récemment avec le fondateur Jean-Marc Boucher, et il me rappelait, il me disait, en tout cas, je suis content d'une chose, c'est que tu as compris que les projets se font pas en un claquement de doigts. Et en fait, il faisait référence à une discussion qu'on avait eue, je pense, 6 mois après mon arrivée. Où il faisait un petit point, alors qu'est-ce que t'en penses? Et je lui avais dit un truc du style, je suis vraiment désolé, je fais vraiment ce que je peux, mais ça n'avance pas. Et il m'avait regardé, il m'avait fait une petite tape sur l'épaule en mode, mec, ça prend 7 ans à développer un projet. Ouais. T'inquiète pas, tu peux bouger dans tous les sens, à droite, à gauche. C'est incompressible. C'est incompressible. Donc, on doit en faire plusieurs. Ouais. Mais le reste, t'arriveras pas à les bouger. Et là, toi, c'est à ce moment-là où tu es là un peu banquier d'affaires, où tu as quand même l'impression, tu as l'habitude d'avoir des projets, alors une fois qu'ils sont en phase d'exécution, où ça va quand même assez vite, et tu te dis, ok, on va se détendre 2 secondes, on va réfléchir, on va revoir un peu la stratégie, on va revoir un peu les plannings. Et c'est ça aussi qu'on apprend, c'est-à-dire le temps long, en fait. Construire sur le temps long. Et une boîte, ça se construit sur le temps long. Et toutes ces différentes phases qu'on a mentionnées, il faut savoir les anticiper aussi, si on a vraiment envie que la boîte soit pérenne. Il y a quelque chose qui est lié au projet, je pense, qui est important aussi, c'est la partie un peu contractuelle, qui va avoir un impact évidemment sur le projet, qui peut avoir des impacts sur tes coûts, qui peut t'amener dans un mode un peu montagne russe et grosses émotions. J'imagine que vu les projets que vous devez gérer chez Care, tes contrats ils doivent être quand même assez costauds. Aujourd'hui, c'est pareil là-dessus. Est-ce que toi, c'est quelque chose, bon, je pense que tu maîtrises déjà un peu, mais tu as beaucoup d'aspects aussi d'expertise, surtout sur les sujets que vous adressez qui sont quand même ultra techniques. Et moi, je vois aussi souvent beaucoup de boîtes qui finalement ne sont pas assez vigilants ou ne voient pas les angles morts dans certains contrats et qui, pour le coup, ça a des impacts financiers qui sont hyper importants. Toi, là-dessus, est-ce que tu n'as pas des situations ou est-ce qu'en tout cas, c'est un sujet qui a été... Non, c'est clair. Nous, encore une fois, on développe des projets d'énergie renouvelable, solaire, éolien en mer, hydrogène, batterie. Il y en a beaucoup qui sont des projets lourds d'infrastructure. Donc, les contrats, ils doivent vraiment être béton. Nous, on construit ou via un full EPC ou on allotit en 2, 3, 4, 5 lots. Et chaque lot, c'est plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions, quoi. Et un projet, chez nous, ça va de 50 à 300 millions. Donc, le contrat cadre, il est vraiment clé. On a une équipe en interne qui est un peu l'équipe construction qui s'occupe aussi du sourcing, donc c'est-à-dire des achats des panneaux, des turbines, des batteries, des électrolyseurs, que sais-je, donc qui ont des achats de prod, vous, qui sont très qui sont vraiment projet par projet. Alors après, c'est un peu toujours la question, est-ce qu'il faut faire des contrats cadres ou autres. Et effectivement, ces contrats-là, ils sont d'une complexité très importante, et ils doivent l'être, parce que la construction, par essence, ça se passe rarement comme c'est prévu. Et je pense que le risque dans tous ces types de projets, c'est parfois d'essayer de prendre des shortcuts pour accélérer la construction, résoudre des problèmes, parfois en sortant du contrat. Et si on fait ça, on est à risque de se mettre en défaut. Et donc, il faut parfois accepter aussi que peut-être le projet va prendre 2-3 semaines dans la vue, le temps de résoudre des problématiques qu'on a avec un fournisseur, un contractant ou autre. Et en fait, c'est ça qui va sauver le projet et qui va sauver quelques millions pour la boîte à la fin. Donc, toujours bien gérer le contrat. Moi, j'ai toujours dit, faut pas que je dise trop publiquement, mais
Ouais, faut savoir aussi pas lésiner sur les avocats à ces moments clés. Parce que Bien t'entourer, quoi. parfois, essayer de gratter quelques cas sur les honoraires ou justement peut-être en réduisant le scope, notamment de relecture ou de négo, c'est pas bon. Et c'est bien d'être bien conseillé à ce moment-là parce que le contrat qu'on va signer, il va vous emmener par la période de construction qui peut prendre 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois et qui a un impact sur la durée de vie du projet derrière. Parce que ça va impacter la qualité de la construction. Et nous, nos projets, c'est 25, 30, 35 ans. Quoi. Donc, c'est le temps très long de la boîte et c'est les futurs revenus à venir. Et on se rend compte, mais voilà, les constructions, il y a des choses qui sont assez simples. Hein. Construire un parc solaire, c'est relativement simple. Mais encore une fois, ça dépend dans quelle géographie. Moi, je prends un exemple. On a un projet que j'avais initié et qu'on a concrétisé récemment au Burkina Faso. On a lancé la construction. On venait de finir le financement, on a tiré les premiers fonds. 3 jours plus tard, il y avait un coup d'État. Le contractant voulait plus travailler. Pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. Là, faut... le bon choc externe. Le bon choc d'école externe. de co, quoi. Faut être très proche de ses avocats. Donc là, c'est encore pire parce qu'on a l'impression d'appeler ses avocats, ce qui nous coûte de l'argent, alors qu'en plus, le projet. Mais il faut être très très proche de ses avocats pour savoir exactement quoi faire. Pour rappeler au contractant ses obligations, il a le droit à une certaine mesure, c'est-à-dire pour la durée du coup d'État, tout ce qui va être une période un peu exceptionnelle, ça marche, mais en l'occurrence, il avait la durée où il n'a pas été opérant était largement supérieure à ce qu'il aurait dû, ce qui a ouvert le droit à des pénalités de notre côté. Ok. Donc ça, c'est vraiment sur la partie gros invest. Après, effectivement, nous, dans nos métiers, le risque, c'est de se dire 90% de ce qu'on dépense, c'est des investissements, mais de ce qu'on dépense au global, c'est des gros trucs. Donc le reste, finalement, a peut-être un peu moins d'importance. Parce que nous, la plus grosse partie de notre dépense, c'est les frais de développement, des études externes qu'on peut faire quand on développe des projets d'énergie renouvelable ou effectivement les purs investissements CAPEX qu'on va faire pour construire les projets. Et donc le risque est de se dire, tout le reste, finalement, c'est un peu peanuts. La réalité, c'est que une cacahuète plus une cacahuète plus une cacahuète, ça fait un gros tas à la fin. Et donc, il faut réussir à mettre de l'ordre aussi dans le reste des achats du groupe, quoi. Et ça, c'est là où on arrive vraiment typiquement sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a la première phase où peut-être c'est cette partie-là qu'on va laisser un peu filer. Et il y a la deuxième phase qu'on arrive à maturité où là, il faut vraiment remettre de l'ordre. Donc, ça passe par des règles groupe, des règles d'achat, des procédures d'achat. Parfois une certaine centralisation. Si on décentralise, on met un cadre. Et ça, ce qui est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que on essaye toujours de limiter le cadre. Encore une fois, pour garder l'agilité. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque angle mort, va y avoir des dépassements. Mais c'est marrant. On regardait la dernière fois, on faisait les points sur une note de frais. Parce qu'on faisait des tests de compliance sur les années à venir. Je sais plus, il y a quelqu'un qui nous avait collé ces pneus neige, tu vois. C'est bon, d'accord. Je sais pas où est-ce que c'était autorisé. Et si c'était vraiment utile pour le business, quoi. Donc, t'as des trucs un peu comme ça. Donc, c'est... Bon, il y a un peu d'expérience à avoir. Mais on se rend compte que c'est quand même très important. Et après, à un moment, justement... on est dans cette maturité, de toute manière, les actionnaires vont vous demander des comptes là-dessus. Est-ce que vous maîtrisez bien vos coûts ? Quel est votre plan pour maîtriser, réduire certains coûts fixes ? Et en fait, dans ces cas-là, il faut toujours mieux l'anticiper que de se l'entendre dire, quoi. Et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et moi, ce que je remarque surtout, c'est que trop de gens s'intéressent souvent à ça. Enfin, déjà, il y a deux choses. C'est que moi, ce que j'observe de mon scope, c'est que les boîtes les plus performantes aujourd'hui arrivent à anticiper ces choses-là très tôt parce qu'elles ont conscience aussi que finalement le gaspillage est aux dépens de l'innovation. Vous êtes quand même sur un secteur où il y a énormément d'innovation, énormément d'investissement, et c'est quand même mieux de mettre cet argent là-dedans. Et après, souvent parce que dans les changements de phase, ce que je remarque, c'est que dès que ces sujets sont traités dans l'urgence, de toute façon, il y a déjà eu des impacts. C'est pas forcément les bonnes décisions qui sont prises. C'est souvent pas les bonnes choses qu'on regarde parce que en tout cas on n'a pas cette visibilité, on n'est pas assez outillé. Et je pense qu'en effet, souvent ce qu'on observe nous, c'est que
quand tu as des boîtes vraiment qui arrivent à avoir un degré, en tout cas, de contrôle qui est suffisant, mais qui n'est pas non plus une usine à gaz, un truc très... tu as juste une soft autorité et surtout une responsabilisation des gens. Je pense que là, tu vois l'exemple des pneus neige, le truc. Puis il y a des trucs comme ça où c'est quand même des signaux. Là, tu vois, ça peut dériver et ça peut parfois, en effet, être sur des choses qui ont encore plus d'impact, quoi. Donc, et je trouve que souvent, dans les boîtes comme ça qui accélèrent fort, il y a des prises de conscience qui arrivent un peu tardives. Et ce qu'on voit beaucoup, nous, en ce moment, c'est dans un contexte où, voilà, comme tu dis à un moment, quand c'est ton invest qui tape à la porte, ou que c'est ta banque qui commence à poser des questions et que dans tes réponses, tu te rends bien compte que tu vas refléter de la mauvaise gestion, du mauvais pilotage, les impacts, ils sont... Et parfois, ça peut partir d'un tout petit truc. Et je pense que le plus clé, c'est d'arriver à sortir des ratios. Nous, c'est ce qu'on a fait pour vraiment cadrer notamment nos filiales. Parce que quand on pose des questions sur les coûts, en grande masse, même à la ligne, finalement, la justification, elle est toujours là. Oui. Évidemment. Et après, quand on leur sort des ratios en mode tes OPEX, c'est tel pourcentage de ta masse salariale ou tel pourcentage du reste, et voilà les OPEX moyens du groupe, quand on arrive à sortir ça, ils sont un peu démunis. Parce que s'ils sont 10 points de plus que le reste du groupe, ils arriveront peut-être à t'expliquer que coût de la vie, machin chose, ça explique 2-3 points de plus, mais 10, ils n'y arriveront pas. Ce qui est souvent marrant d'ailleurs dans les sujets de croissance externe, où tout d'un coup tu absorbes, tu vois, la nouvelle boîte et tu te fais, tiens, c'est marrant, ils faisaient exactement la même chose que nous avec 20 gus de moins et tu vois, un outil. Enfin, ça peut aussi être dans ce genre de situation. Non, c'est super intéressant. Enfin, ces situations sont super intéressantes parce que il y a autant d'exemples que de cas de croissance externe. Oui. Mais par contre, la réponse sera toujours la même. Ouais, mais vous savez, chez nous, c'est un peu différent. Ouais. Et dans ton processus d'intégration, justement, arriver à les faire évoluer sur ça et à leur faire comprendre que ce que tu proposes, c'est bien et c'est mieux, c'est très difficile, mais c'est très, très clé pour la réussite de l'intégration, à mon sens. Et est-ce que tu ne penses pas que par rapport à toi, qu'il y a cette culture du reporting, des chiffres, des données, que justement la donnée là-dedans est arrivée avec la preuve par la donnée sur, tu parlais sur des benches niveau groupe, sur des choses et tout, ça facilite quand même beaucoup les choses, nous. Je suis convaincu de ça aujourd'hui, que c'est ce qu'on se dit. Tu vas mettre des chiffres mentent pas, quoi. La donnée, elle n'est pas là que pour le reporting externe, Ouais. elle est aussi là pour la stratégie interne. Voilà, exactement. Et après, la vraie question, c'est effectivement quand tu réfléchis à quels sont les bons KPI, quelles sont les bonnes données qui vont être parlantes, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est des vrais travaux de réflexion chez nous qu'on a menés avant d'arriver au bon niveau, ou en tout cas ce que nous on pense être les bons niveaux. En tout cas, c'est parlant par rapport aux gens. Mais encore une fois, ça demande aussi une analyse sur 1, 2, 3 ans. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est déconnant, pourquoi, et on est obligé de regarder un peu tout ça. Mais c'est effectivement, quand tu arrives à faire parler la donnée et à l'utiliser vis-à-vis de ça, c'est là où elle est le plus utile pour toi. Parce qu'encore une fois, tu l'as dit, ça va démontrer la chose. Et donc, ça rend les explications un peu inopérantes, entre guillemets. Disons que ça facilite beaucoup le message et l'acceptation du message derrière. Ce que tu disais tout à l'heure sur la partie un peu, tu vois, externalisation, je pense que nous, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le domaine des achats. Souvent des boîtes qui font le choix d'externaliser beaucoup de choses pour un peu... Parce que les achats sont... Bon, là, évidemment, il faut faire la différence entre les différents types d'achats. Les achats de prod, dans votre cas, sont complètement stratégiques. Mais tu vois, des boîtes qui vont très tôt déléguer, externaliser, etc. Et là où je sens chez toi, quand on t'entend parler, tu vois ce côté d'avoir quand même une certaine maîtrise et le maximum de in-house possible. Ouais. En effet, sur les avocats, sur les contrats, tu vas pas t'inventer ou créer un service juridique extensible. Et donc là, ça peut avoir du sens. Est-ce que là-dessus, pour toi, c'est aussi synonyme de construire un peu des bases solides, de se dire... Enfin, moi, tu vois, en tant qu'entrepreneur, je pense que il faut aussi arriver à intéresser les choses qui font mal ou sur lesquelles, voilà, c'est pas les trucs les plus simples, mais ça va être ce qui va être pérenne dans le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que... Est-ce que tu es d'accord avec ça ou... Si. Nous, on est toujours parti... moi, je pars du principe, une boîte qui externalise tout pour se focaliser sur l'essentiel, elle aura du mal à se
démarquer de son compétiteur quelque part. Parce que Ça va aussi. il peut tout externaliser aussi, donc il a les mêmes prix que lui. Donc comment est-ce qu'elle est plus compétitive que l'autre? Après, nous, c'est vrai qu'on a une tendance à beaucoup internaliser. Les compétences, tout ce qui va être et c'est dû à quoi? opération C'est au fondateur, à vous? C'était la culture de Quadrant. Pourquoi? C'est dû, on va gratter toutes les marges possibles en fait. Parce que quand tu externalises, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la marge. Donc si on internalise, c'est-à-dire qu'on peut la récupérer. Après, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, quand on fait ça, on se rend aussi compte que parfois on a peut-être internalisé certaines choses qui finalement nous coûtent autant que si on les prend en externe. Parce que voilà, une boîte qui fait que ça, elle est aussi capable de te faire des prix qui sont assez compétitifs. Donc il y a des analyses à faire. Donc ça, je pense qu'en fait, il faut juste être super humble. Et c'est très empirique en fait. Mais en tout cas, je pense que tout internaliser ou tout externaliser ne peuvent pas être les bonnes solutions par essence. Parce que tout internaliser, c'est-à-dire qu'à la fin, on a des infrastructures qui vont grimper, et tout externaliser. Pour moi, encore une fois, en tout cas, si tu es dans un univers compétitif, si tu externalises tout, tu peux pas être plus compétitif que la boîte d'à côté. Maintenant, encore une fois, avec l'IA qui arrive, qui ouvre quand même beaucoup d'opportunités vis-à-vis de ça, on va voir, ça peut évoluer, quoi. Et justement, c'est intéressant aussi ces sujets d'innovation. Il y a tout le monde annonce des grosses transformations avec l'IA évidemment, qui vont arriver sur la fonction finance. Alors personne ne peut savoir quand tu disais où est-ce qu'on va l'utiliser, comment. Mais est-ce que toi, il y a des choses sur lesquelles tu penses que ça pourrait être intéressant, ou en tout cas d'avoir un peu ces super pouvoirs, ou peut-être des choses que tu as déjà expérimentées, que vous avez déjà expérimenté vous à votre niveau. Qu'est-ce que tu attends de l'IA en tant que CFO, je pourrais te dire plutôt? Peut-être juste, parce que moi, quand je regarde l'IA et le potentiel de l'IA, je me dis, il y a des services où tu dis que ça va forcément améliorer les choses. La comptabilité, par exemple. Au moment où on met la facture électronique, on se rend bien compte qu'on a quelques années d'avoir des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Donc, compta, production des comptes, ces choses-là vont pouvoir être beaucoup plus simples. Ça paraît une évidence. Mais l'implémentation l'est beaucoup moins. Je pense notamment au juridique, on l'a mentionné tout à l'heure. Le juridique, ce qui est intéressant dans un service juridique dans une entreprise, c'est qu'il y a une partie très administrative et il y a une partie super stratégique. Et en fait, souvent, les services ont tendance un peu à jouer un peu entre les deux, et ce qui fait qu'en fait, la partie administrative, elle bouffe beaucoup de temps sur le stratégique. Donc, le stratégique, ça va être des partenariats, les contrats, comme on sait tout à l'heure, sur les invests, ça va être des acquisitions, ça va être des ventes, que sais-je. Et la partie administrative, ça va être les PV d'AG. Nous, on a plus de 500 SPV, sociétés dans le groupe. Donc, t'imagines bien que nos avocats en interne, ils passent beaucoup de temps à faire vraiment de l'admin. Alors, la gestion des partenariats, donc il faut organiser le CA, il faut faire le truc, il faut faire le PV, il faut faire signer par tout le monde. Il y a les NDA, on va pas en parler, mais... Et même dans les cadres, et moi je pense que l'IA peut énormément aider les équipes juridiques des sociétés, parce qu'en fait l'IA, à terme bien nourrie, va être en capacité de faire le premier draft, le truc toujours le plus compliqué. Mais après il faut être conscient de qu'est-ce que l'IA aujourd'hui. L'IA aujourd'hui, c'est un bon junior. Bien utilisé, c'est un bon junior, mais ça reste un junior. Donc quand on voit que, je crois que c'était Deloitte en Australie qui donne son rapport sans l'avoir revu, j'espère qu'ils faisaient pas ça avec leur junior, quoi. Donc ça, c'est un peu la vision. Après, nous, ce qu'on fait, on utilise Mistral, nous, chez Care, dans un cadre interne, donc on nourrit avec nos données, et on est en train de le déployer un peu service par service, pour vraiment finalement déployer les cas d'usage. Et aussi un peu forcer les gens à l'utiliser. Et donc l'idée, c'est vraiment de gagner en efficacité. Ça, c'est le premier point un peu simple. Et derrière, on a d'autres projets en déploiement visant à fiabiliser la donnée pour la rendre accessible à tout le groupe, mais en évitant d'avoir trop à chercher la donnée. Ce qui peut paraître une évidence, mais encore une fois, quand on est dans une boîte qui est présente dans 20 pays, Bien sûr. Et sur un secteur qui est à la fois simple et complexe, donc en fait les données elles peuvent
énormément varié d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que des fois, je peux poser une question, avoir trois ou quatre réponses différentes. Donc on se dit finalement, si on arrive à avoir quelque chose qui nous sort une réponse, c'est déjà ça. Ouais, c'est un peu la vision. Top. Et alors après, j'ai pensé, parce que j'étais la semaine dernière, j'étais à Londres, j'étais voir nos actionnaires et on avait justement une conférence sur l'IA. Et j'ai parlé avec la personne d'Oracle qui est un peu en charge de vendre les solutions Oracle un peu aux fonctions financières, et je lui ai dit exactement ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire, on a tous la vision que ça va changer notre monde dans les 5 ans, mais en fait, personne ne sait par quoi commencer. Et lui m'a dit, nous, en interne, on a un conseil dans n'importe quelle boîte. Commencez par les RH. Je regarde, je dis, ok. Je suis en finance, mais pourquoi pas. Il dit, non, mais commencez par les RH. Parce que c'est vraiment le quick win de l'IA. Ouais. Si tu commences par les RH, ça touche tout le monde très vite. Et en fait, toute la boîte va se rendre compte de ce que ça peut lui apporter. Et il dit, une fois que tu as fait ça, tu peux commencer à déployer dans les services. Et j'ai trouvé que c'était un conseil assez précieux. D'accord. En fait. Et moi qui connais bien aussi l'écosystème HR Tech, je trouve que là, il y a déjà de très belles boîtes, très bons use cases qui font gagner un temps fou sur plein de choses, que ce soit le screening candidat, l'évaluation des managers, etc. etc. Donc, non, mais exactement. Et c'est typiquement l'évaluation des managers, tu passes par l'IA, comment t'aider à remplir, comment aider à easy le process. Et en fait, les gens vont le voir très vite. Et donc, ils vont se dire, voilà ce que ça m'apporte à moi. Et je pense que c'est un super conseil. Ouais. Et après, le deuxième point était en parlant un peu avec tout le monde, c'était voilà, c'est un gros sujet. Encore une fois, on sait tous qu'on va y passer, mais comment on fait? Et la conclusion était peut-être un peu de valeur à attendre et à voir un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de valeur à gagner si c'était le premier à réussir. Et il y a quand même un vrai risque. C'est le CFO qui parle. Il y a un vrai risque de perdre quand même pas mal d'argent si on se lance dans des trucs assez lourds sans trop savoir ce qu'on va en faire, quoi. On voit bien aujourd'hui, je crois que c'est Accenture qui a annoncé qu'ils allaient maintenant évaluer leurs employés sur leur capacité à utiliser les outils d'IA qu'ils ont déployés parce que ça va coûter des milliards et il faut que ça marche. Et c'est vrai qu'on va arriver vers cette dichotomie on va implémenter de plus en plus d'IA dans les boîtes. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde, pour que les gens les utilisent et comment on fait pour rassurer les gens. Et moi, c'est vrai que là-dessus, je pense que dans des boîtes qui sont encore en forte croissance, startup scale-up, l'IA peut être que positif. C'est-à-dire, on va simplifier les choses. Techniquement parlant, c'est pas censé prendre le taf de qui que ce soit. C'est censé le rendre plus intéressant, plus simple, et de faire gagner du temps à tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir rassurer justement les gens sur la capacité de l'IA à mon avis, rendre le travail vraiment plus intéressant. Je suis assez aligné avec toi. Je pense qu'on arrive au bout de l'épisode. Cher Alexandre, je te remercie beaucoup. J'ai eu on a eu un super échange. Merci à toi déjà d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner évidemment sur YouTube et que l'épisode aussi est disponible au format audio sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Rendez-vous au prochain épisode et merci à tous. À bientôt. Merci.